Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Couderc. Bonjour Anthony, comment ça va? Salut, Johan, merci d'abord de m'accueillir dans ton podcast et ravi d'être présent et ça va bien, merci. Parfait. Je vais te poser une première question toute simple. Est-ce que tu pourrais rapidement commencer par te présenter, parler un petit peu de ton parcours, des différentes choses que tu as pu faire depuis tes débuts et ce que tu fais maintenant actuellement dans le monde du sport et particulièrement du coup dans le rugby? Ouais, ouais, bien sûr. Pour me présenter, avant de parler de prépa physique, faut parler un petit peu du sportif entre guillemets. J'ai été gymnaste pendant longtemps. J'aime bien commencer ma présentation par ça parce que ça a été pour moi un peu, bon, on va dire ce que j'appelle l'école de la vie, en termes d'apprentissage, d'entraînement, de résilience. Donc, je suis passé par l'école de la gym pendant de longues années en sport-études. Et ouais, je disais, j'aime bien commencer par ça parce que ça a un peu bâti la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a appris quand même beaucoup sur la vie et sur l'entraînement. Donc voilà, jeune gymnaste. J'ai dû abandonner un petit peu le parcours de très haut niveau parce que je faisais pas partie de l'élite française, mais aussi et surtout parce qu'à un moment donné, hein, quand on fait la gym, il faut faire un choix entre les études et la gym, et donc ça a été les études qui l'ont emporté. Donc après le bac, un parcours STAPS, on va dire complet, puisque j'ai les deux licences en STAPS, entraînement et du Kmot, euh, un master en préparation physique, et après j'ai un doctorat en physiologie du sport. Donc, au fil de ce parcours-là, STAPS, et orienté un peu prépa, j'ai eu la chance de rentrer en doctorat à la Fédération française de rugby en 2012, dans laquelle je suis resté 10 ans. Donc, j'ai quitté la fédération en 2022 pour arriver ici au Rugby Club Toulonnais, comme d'abord directeur de la perf et ensuite responsable recherche et développement. Donc, ça a été un parcours, après la gym, on va dire, ça a été un parcours exclusivement rugby. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour parler un peu des différences de rugby. Parce que j'ai eu la chance donc, de travailler 10 ans sur le rugby à 7. Euh, Garçon pour ce qui concernait mon travail de thèse et féminin pour ce qui concernait le terrain. Et donc, j'ai eu la chance de vivre des grandes compétitions comme différents circuits mondiaux, des Coupes du Monde et deux Jeux Olympiques, Rio 2016 et Tokyo 2021. Donc, ça a été très, très riche d'expérience. Et c'est là où j'ai, on va dire, bâti le début de ma carrière. Et aujourd'hui, donc, au RCT à Toulon, avec, un autre rugby à découvrir, parce que là, on passe sur du rugby à 15 masculin et sur du top 14. Donc, tout aussi intéressant, très, très différent. J'en parlerai certainement un petit peu au fil de notre discussion, mais voilà, un métier qui me plaît parce qu'on est toujours sur du rugby, mais avec d'autres problématiques, parce qu'on est sur un sport qui est différent aussi. Donc voilà, riche à travailler de jour en jour. OK, parcours, très intéressant et avant de continuer sur la partie, rugby, juste une petite question sur, la transition, gym-rugby. C'est une transition, que j'ai envie de dire qui est un petit peu atypique. On part d'un sport, plutôt individuel à un sport co, surtout le rugby qui a une culture assez, on connaît un peu la culture du rugby. Comment s'est faite cette transition? Pourquoi le rugby et dans quelle démarche un petit peu tu as fait ce choix-là? Ouais, c'était, ouais, en effet, c'était cocasse, on va dire, mais c'était évident pour moi, dans le sens où quand j'ai fait ce choix-là hein, au niveau master d'aller sur du rugby, en l'occurrence à l'époque c'était à Montpellier sur du rugby féminin, sur ma première équipe, pardon, c'était le rugby club de Jacou, c'est dans la banlieue montpelliéraine, avant d'aller à Montpellier. Et en fait, ouais, le choix il est évident parce que j'avais fait 20 ans de gym et la gym je connaissais par cœur. Mmh. Donc, j'avais, je pense, plus grand-chose à y apprendre. J'avais fait le tour.
Et quand on se projette un peu au niveau master, qu'on se dit, ben, je veux peut-être vivre de la préparation physique, quand on est gymnaste, c'est évident qu'on va pas vivre de la préparation physique en faisant de la gym. Donc pour moi, c'était un peu une évidence de dire, faut que j'aille voir autre chose. Faut que, faut que je me forme comme préparateur physique, mais dans une autre discipline, peut-être dans laquelle je pourrais travailler demain, mais aussi et surtout dans une autre que la mienne, parce que, ben, comme je disais, j'avais fait un peu le tour. Et d'une opportunité à une autre, un collègue de fac me dit qu'il cherchait un prépa sur une équipe féminine de deuxième division. Et je me suis dit, ben, banco, quoi. Pourquoi pas? Je connais pas le rugby, encore moins le rugby féminin. Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion d'aller faire mes armes comme ça. En plus, à l'époque, ben, c'était un club où il n'y avait pas de prépa sur les filles. C'était une nouveauté pour ces filles-là qui montaient en deuxième division. Et donc le début s'est fait comme ça et j'ai mis les mains entre guillemets dans le cambouis parce que quand on ne connaît pas la discipline et clairement qu'on ne connaît pas bien non plus le métier de préparateur physique sur le terrain, d'être arrivé dans ces conditions-là, c'était formateur. Voilà. OK, très, très, très intéressant. Juste avant de basculer un petit peu sur, les différences entre le rugby à 7 et le rugby à 15, j'ai une autre question, mais qui va sûrement bien faire la transition. Tu viens de la gym, tu arrives dans le rugby, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas le même sport. Quelles ont été tes démarches et tes initiatives pour, vraiment t'approprier la culture et analyser correctement l'activité? Parce que du coup, j'imagine que tu arrives dans un sport que tu connaissais pas beaucoup et on sait que pour, faire une prépa physique, cohérente, il faut quand même avoir, fait une bonne analyse de l'activité. Comment tu t'y es pris, à ce moment-là? Ben, tu as répondu à ma place. C'est tout à fait ça. Pour moi, c'est l'analyse de l'activité. Avec en plus l'analyse un petit peu du contexte et de l'environnement. Parce que c'est vrai que quand on arrive de la gym, c'est un sport quand même oui, individuel, très fermé, très répétitif, où on s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai eu fait les entraînements à 30 heures par semaine à 10 ans. Quand on bascule sur du rugby, on va dire amateur, féminin, où on découvre un peu, on met un préparateur physique sur l'équipe, forcément, on change complètement l'environnement et le contexte. Donc, c'est tout à fait. Donc, je disais, tu as répondu à la question. D'abord, c'est l'analyse de l'activité. C'est quoi le sport? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment ça s'enchaîne? Quelles sont les qualités physiques requises? Comment on récupère d'un match, etc. Enfin, c'est vraiment l'analyse du sport où là, pour moi, ça a été le plus difficile parce qu'il a fallu que je travaille beaucoup, parce que je ne connaissais pas du tout. C'était pas du tout mon domaine. Donc là, j'ai dû beaucoup travailler. Et après, comme je le disais, c'est aussi prendre en compte le contexte. C'est quoi les profils de ces athlètes-là, de ces sportives-là en l'occurrence. Comment elles vivent au quotidien, comment elles s'entraînent, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en fait, enfin, la problématique que j'ai eue au départ et que j'ai quand même vite solutionné parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible, c'est vite se dire, OK, moi j'ai connu ça, mais là en fait, on peut pas transposer directement le modèle, c'est impossible. Donc d'abord l'analyse de l'activité et ensuite c'est de se dire, OK, dans quel environnement on est et comment je vais faire en sorte d'essayer de faire mon métier, quoi. Et le pont, il est exactement le même quand je suis passé du 7 au 15. Du 7 féminin olympique au rugby à 15 top 14. C'est OK, le sport, c'est pas le même. Donc, j'ai eu aussi un travail un petit peu autour de l'analyse, mais qui était plus facile parce que je maîtrisais un petit peu tous les outils et la littérature. Euh, mais la deuxième problématique, c'est celle-là. C'est quoi le contexte? C'est quoi ces garçons? Comment ils s'entraînent? Quel est leur rythme de vie? Quelle est, encore une fois, leur implication dans l'entraînement, dans le match, etc. Et ce travail-là, il est quand même important j'ai envie de dire, quand on commence à travailler, peu importe, mais quand on arrive dans une discipline, pour moi, c'est, euh, c'est le passage obligé d'un prépa, d'être capable de maîtriser l'analyse de l'activité et ensuite de maîtriser le contexte et l'environnement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Est-ce que du coup là, tu pourrais nous parler, on va rentrer un peu plus dans le rugby.
Est-ce que tu pourrais commencer par, peut-être en t'appuyant du coup sur ton livre, on en a pas encore parlé, mais tu as écrit un livre et qui est sorti, il y a pas longtemps là, l'année dernière en 2025. Tu pourras en parler et peut-être du coup, faire le lien. Mais nous parler un petit peu des spécificités du rugby à 7 par rapport au rugby à 15. Peut-être que certaines personnes qui connaissent pas très bien, ils disent: «Bon, ouais, c'est du rugby, c'est juste qu'ils sont un peu moins sur le terrain», mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, tu sauras mieux en parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça? Ouais, ben voilà, il est là. Ouais, Heu, il est là, il est beau, il est bien plein. On a passé beaucoup de temps et franchement, pour les intéressés, j'aime à dire qu'il y a vraiment tout. On a vraiment couvert, je pense, un maximum de thématiques avec mon collègue Franck Brochery. Et à nous deux, en fait, on a vraiment piloté le projet de ce bouquin parce qu'on a sollicité 16 auteurs, cool. experts un petit peu de leur domaine pour nous accompagner dans l'écriture des différents chapitres. Parce que seul, on aurait mis beaucoup trop de temps. Et donc, ben, dans ce bouquin où on parle vraiment de la préparation physique, eh ben, c'est exactement comme je disais en introduction, pour parler de la préparation physique, il faut aussi parler de l'analyse de l'activité. Donc, on part du coup de l'analyse de l'activité et on décline dans ce bouquin, avec donc l'aide des différents auteurs, les différentes qualités physiques à couvrir, tout ce qui est ben, planification, gestion de charge d'entraînement, nutrition, récupération, l'incidence de blessures, tout travail de prévention aussi. Donc c'est hyper complet et je pense que c'est un outil, la façon dont on a voulu le concevoir avec Franck, je pense que c'est un bel outil pour les étudiants en STAPS, mais aussi les jeunes prépa physiques qui peuvent s'inspirer un petit peu de la démarche, mais aussi et surtout, entre guillemets, pouvoir piquer différents éléments parce que ben, tout est référencé avec une biblio scientifique qui est solide. Et il y a des choses sur lesquelles on peut, si par exemple on est dans le hand ou dans le basket ou dans le foot, très largement se dire, bah, OK, je vais peut-être piquer ça dans le bouquin parce que c'est intéressant, il y a la ref en plus, et je peux le réutiliser dans mon domaine en fonction de mon environnement. Et du coup, le bouquin est hyper riche là-dessus. Et quand je vais répondre à différentes questions, je ferai un petit peu des ponts avec celui-là. Et donc, pour répondre à la question de base, donc en termes d'analyse vraiment de l'activité, en effet, euh, on peut aller directement dans, on va dire, la chose qui change le plus, c'est le format. On est sur ben, donc 2 fois moins de joueurs, donc 7 contre 7 sur la même surface de terrain. Donc forcément, ça laisse à penser que on va avoir des espaces à couvrir beaucoup plus importants parce qu'on est entre guillemets 2 fois moins sur le terrain. Les matchs, c'est 2 fois 7 minutes. Donc c'est un format qui est hyper court. Donc on va dire avec des composantes autour de l'anaérobie qui vont être importantes. Et en même temps, aérobie aussi, puisque on peut jouer 6 matchs dans le week-end, 3 matchs par jour, espacés de 2, 3, 4 heures, ça dépend. Et donc, quand même, une composante aérobie qui va être importante pour pouvoir bien gérer l'ensemble de ces efforts sur un week-end complet. Donc ça, c'est vraiment le format, on va dire, match joueur qui est différent. Et après, il y a aussi l'organisation. Le rugby à 7 se joue sous forme de tournois, on va dire une dizaine dans l'année, qui sont espacés entre 6, 8 et 10, entre 6, 8 et 10 semaines. Donc, on va avoir en fait une forme, on va dire, de planification qui va être complètement différente de celle du 15 où on va jouer différemment tous les week-ends, où on va avoir une vraie phase de préparation en pré-saison et après une phase où la machine à laver est lancée et on va jouer tous les week-ends. Différemment du 7 où on va avoir des vraies plages de développement de qualité. On en parlera après. Et donc, ce sport-là et l'organisation, comme je viens d'en parler sur le terrain, fait que ben, on va avoir en fait, l'ensemble de l'activité rugby, on va dire, qui va être décuplé. Donc, comparativement au rugby à 15, sur le plan, on va dire, un peu technique, on va avoir plus de passes, plus de contacts,
rapporté à la minute, comparativement à ce qu'on peut penser dans l'imaginaire en se disant ben, il y a plus d'espace, c'est un sport d'évitement. Non, non, pas du tout. Il y a autant de collisions rapportées à la minute qu'en rugby à 15, avec des collisions qui sont différentes, hein, mais qui sont tout aussi importantes. La seule chose qu'il y a un petit peu moins, c'est le jeu au pied. Il y a un petit peu moins de jeu au pied, un peu moins de touches qu'en rugby à 15. Et après, ben, encore une fois, ce qui va être décuplé par rapport au 15, ça va être toute l'activité physique. Donc, tout ce qui est ben, distance parcourue, haute intensité, accélération, décélération, le nombre de sprints, la distance parcourue à très haute vitesse. Toutes ces données-là, sans rentrer forcément dans le détail, elles vont être un petit peu exacerbées comparativement au rugby à 15. Il y a les travaux de Hoguet en 2000, je crois que le papier c'est 2010 ou 2011, qui montre en fait le placement du rugby à 7 sur le spectre des sports collectifs. Le graphique, il est super bien fait et justement, il est dans le bouquin. On voit forcément que le rugby à 7, il va se placer sur la gauche des sports co, donc en gros sur la partie où on va avoir le plus de mètres minutes, donc où le déplacement est, on va dire, le plus important. Et le rugby à 15, lui, va se trouver à peu près au milieu du tableau. Donc, on va être sur en moyenne 120 mètres minutes sur du rugby à 7 contre 80 mètres minutes à peu près en moyenne totale sur du rugby à 15. Donc, on est vraiment sur deux disciplines qui vont être différentes. Et pour parler un petit peu des mètres minutes et on va dire des pics d'activité, on a fait un papier intéressant avec Julien Pisson et la fédération là-dessus sur les séquences pics. Parce que c'est bien de parler un peu du rythme moyen, mais aussi il faut regarder les activités pics. On se rend compte qu'on a des séquences pics en rugby à 7 qui vont être semblables à celles du rugby à 15. On peut avoir des séquences pics d'activité en mètres minutes qui vont être semblables euh, autour de 160, 165 mètres minutes. Donc, c'est des phases de jeu où ça se déplace beaucoup. La différence entre le 7 et le 15, c'est que la proportion de ces séquences à très haute intensité, très rythmées, en fait, elles vont être plus importantes en rugby à 7 qu'en rugby à 15, tout simplement. Donc, donc voilà, assez logiquement, on peut dire que ben, c'est un cousin le 7 est un cousin du rugby à 15 parce que ben, on va retrouver sensiblement les mêmes choses. La grande différence, c'est que ça va être décuplé sur le rugby à 7 de par le format et l'activité sur le terrain. Voilà. OK, c'est très, très intéressant. Je pense qu'il y a encore plein de métriques qu'on pourrait comparer, mais du coup, je pense que c'est très bien détaillé dans le bouquin. Ouais. Si je suis préparateur physique, je veux développer soit un joueur de rugby à 7, soit un joueur de rugby à 15. Est-ce que je m'y prends de la même manière? Est-ce qu'il y a des qualités à mettre, entre guillemets «en priorité» pour, le rugby à 7, pour le rugby à 15? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences ou alors on peut, faire, sensiblement la même chose? Ben, en fait, là, on va rentrer un petit peu dans la partie facteur de performance. C'est, on va dire, quelles sont les qualités physiques un petit peu requises du joueur à 7. Euh, il y a quelques années, je pense une quinzaine d'années, à l'époque où Jean-Claude Scrella était DTN de la fédération, il y avait un truc qui m'avait marqué. Dans une interview, il avait parlé de. Tout le monde découvrait un petit peu le rugby à 7 à l'époque avec son entrée au jeu. Lui, de suite, il avait un petit peu marqué les esprits, je pense, avec une interview dans laquelle il disait qu'il parlait de rugby à 7. Il est présenté comme les décathloniens du rugby. Et en fait, l'analyse, avec du recul, je pense, en tout cas, l'image, elle était très bonne. C'était de dire, en fait, que ce joueur de rugby-là, le sétiste, il va devoir emmagasiner un petit peu toutes les qualités physiques requises d'un sportif, en fait. Et à l'image du décathlonien, ben, faut que le joueur de rugby à 7, ben, il soit fort, il soit véloce, il soit endurant, il soit robuste. Alors, toutes ces qualités-là, ben, justement, dans le bouquin, elles sont super bien déclinées par ben, des collègues comme Alex Durgarian sur la force, ben, Jean-Benoît Morin, que je ne présente pas non plus, sur tout ce qui est puissance et vitesse. On a Olivier Morelli qui a traité la partie un peu endurance, qui est responsable de la perf à la Fédération française de handball. On a Benjamin Dalmoral, un prépa physique du 15, qui a été longtemps au Loup et qui est aujourd'hui à Montpellier, qui lui a travaillé sur tout ce qui est un peu core training et robustesse. Et en fait, pour montrer que
Mais en fait, le joueur de rugby à 7, c'est ça. On va dire que c'est un athlète qui est un peu complet parce que la forme de l'activité va nécessiter de solliciter à tout moment toutes les qualités physiques. Et c'est ce qui est un petit peu difficile quand on est prépa physique, c'est de se dire putain, comment on va faire pour développer toutes les qualités en même temps. Et donc c'est ça le défi du set, c'est de pouvoir construire des athlètes qui vont être le plus complet possible. Euh, et je pense que l'avantage qu'on a quand on fait que du set, quand on est sur une équipe nationale, par exemple, parce que malheureusement c'est le seul cas, c'est qu'on a du temps justement de préparation en début de saison, mais aussi entre les tournois pour aller développer les différentes qualités. Donc aujourd'hui, pour moi, si quelqu'un se pose la question de savoir, ok, j'ai un joueur de rugby là devant moi, il faut que je le prépare pour du 15 ou pour du 7. Pour moi, la première question, encore une fois, c'est dans quel contexte et dans quel environnement il est. Est-ce que c'est un joueur de 15 qui va être appelé pour du 7? Et à ce moment-là, ben, comme il joue à 15 tous les week-ends, je pense que ma philosophie, ma stratégie, comme on a un petit peu chez nous au RCT en ce moment, quelques joueurs parfois qui font des navettes entre notre équipe et l'équipe de France, ça va être plutôt de se dire, euh, s'il est dans le viseur de l'équipe de France et qu'il a déjà un pool de qualité qui correspond aux attentes du haut niveau. Et après, pour moi, le, le concept, c'est de se dire, connaissant bien l'activité, il va y avoir plus de volume à très haute intensité, donc les courses en sprint et en distance sprintée, euh, quand il va partir à 7 qu'aujourd'hui, ce que le joueur est capable de faire en rugby à 15. Donc en fait, l'idée, c'est de le préparer vraiment sur cette composante-là, à l'aide de top-up, post-entraînement, ou parfois même des séances spécifiques qui sont ajoutées aux joueurs, de façon à le préparer vraiment à la composante sprintée, qui est un peu moins importante, même pour les profils de joueurs ailiers, arrière, chez nous en rugby à 15. Des volumes quand même de courses qui sont un peu moins importants dans cette thématique-là. Donc, quand les joueurs partent en sélection, en général, quand c'est des quinzistes avec nous, on les prépare vraiment sur cette spécificité-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de monter petit à petit en amont de la sélection ce volume de courses en sprint pour que le joueur, il n'ait pas un spike de dingue dès qu'il arrive en sélection et qui est risqué ou la blessure musculaire ou des problématiques de ce genre-là sur des volumes qui seraient trop gros par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Donc ça, c'est dans le cadre, j'ai un joueur de 15 et je veux l'envoyer à 7. Et après, ben, sinon, dans le cadre où j'ai un joueur qui ne matche pas forcément les week-ends à 15, mais qui veut se préparer à long terme sur du 7 pour une potentielle sélection dans une asso ou dans une sélection nationale, mais à plus long terme, ben là, clairement, l'idée, c'est de travailler sur les stratégies de planification pardon, qu'on apprend en STAPS. Parce que là, ben, du coup, comme il ne joue pas, on a du temps. Et après, ben, pour moi, c'est encore une fois, hein, tout à l'heure, je parlais de contexte et d'environnement, mais le joueur en fait partie. Donc, c'est être capable d'évaluer le joueur, comment il est sur les différentes qualités, et peut-être lui dessiner une planification avec d'abord l'accent, peut-être d'abord sur la composante aérobie, ensuite un gros travail de force, et puis finir sur la puissance et la vitesse. Après, ça dépend vraiment du profil du joueur. Je prends un autre exemple. Si on a quelqu'un qui est déjà très véloce, mais qui a des difficultés, par exemple, sur l'enchaînement de tâches ou l'enchaînement de répétitions de sprint, ou tout simplement la composante aérobie, je vais peut-être travailler différemment. Quelques piqûres de rappel sur la vitesse parce qu'on sait qu'il est déjà véloce et on fait que l'entretenir. Et par contre, on va travailler un peu plus précisément et avec un peu plus de volume sur la partie composante un peu aérobie. Encore une fois, c'est là que c'est riche, c'est que c'est notre boulot de prépa de faire une bonne analyse de l'environnement et du contexte et d'aller proposer les contenus qui sont le plus adaptés. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça m'a captivé, c'est très intéressant. Avant de pas partir sur, tu parlais de planification, on va en parler, un peu de test physique aussi. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Tu as parlé du coup des qualités physiques, ce qu'il fallait enfin, du coup
qu'un joueur de rugby à 7, il avait un peu tous les marqueurs, mais plus ou moins élevés, mais qu'il fallait tout monter. D'un point de vue, ce qui est un peu capacité, enfin habilité cognitive. Est-ce qu'il y a des différences entre rugby à 7, rugby à 15? Par exemple, vision périphérique, qui sont un peu moins sur le terrain et cetera. Est-ce que tu as, est-ce qu'il y a des différences là-dessus? Alors, je t'avoue, c'est pas du tout une composante sur laquelle je me suis beaucoup penché, parce que j'avais d'autres thématiques que je trouvais, hem, on va dire plus primordiales quand j'ai travaillé en tout cas avec mes équipes. Donc j'ai pas beaucoup de réponses à t'apporter comme ça assez scientifiques. Par contre, en termes de perception, de prépa, j'ai quand même tendance à penser que l'activité cognitive, on va dire, d'un joueur de rugby à 7, elle est encore comme le reste, un peu plus intense peut-être Mmh. qu'un 15 parce que, parce que ça va plus vite, tout simplement. Quand le ballon parfois se déplace plus vite, va plus loin, où il y a plus de champ, plus d'espace, parfois, et c'est un peu aussi comme à 15. Parfois, c'est pas le plus rapide qui arrive, c'est celui qui a vu avant. Donc ouais, l'activité un peu de perception et de cognition, elle est aussi très importante, mais elle est aussi très importante à 15. Je pense que tout simplement, elle est différente à 7 parce que, encore une fois, on a moins de joueurs et plus d'espace à couvrir. Donc c'est encore une fois, c'est important aussi, mais c'est différent. OK. On va partir un peu plus sur la partie, test physique, planification. J'ai une première question. Moi, je pense enfin, j'ai déjà ma réponse, mais je te la pose quand même. C'est, est-ce qu'on va tester de la même manière un joueur de rugby à 7 qu'un joueur de rugby à 15? Ben, en, comment dire? Le test peut être le même. Ouais, Par contre, dans l'éventail des tests, je pense que, on va peut-être pas aller solliciter, les mêmes batteries, tout simplement. Bon, déjà pour moi, il y a 2 choses de différentes entre le 7 et le 15. Le 15, je travaille avec Sébastien Bourdin, le directeur de la perf, au RCT, qui dit souvent que, chaque entraînement est un test et chaque test est un entraînement. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, on va essayer un petit peu d'évaluer un peu au quotidien le joueur, parce qu'en fait, très clairement, on va pas se mentir, on n'a pas le temps de bloquer une journée complète pour se dire, allez, on va faire nos tests physiques, l'aérobie, la vitesse, la force, le style. Ah, mais on n'a pas assez d'un jour, il faut prendre 2 jours. Et très clairement, dans le contexte, dans l'environnement du rugby à 15, aujourd'hui, ça me semble pas faisable de le faire bien. C'est-à-dire début de saison, milieu de saison, fin de saison. J'ai bien évalué mon joueur, je vois comment il a progressé dans les différentes composantes. Je peux réajuster pour l'année d'après, je peux faire des groupes, faire ci, faire là. Franchement, aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on est sur le top 14, ça me paraît compliqué. Donc, la philosophie, c'est de se dire, on va essayer d'évaluer le joueur un petit peu tout le temps, en qualité, un petit peu tout le temps, dès qu'on a une fenêtre assez courte qui ne va pas impacter finalement ni l'organisation de notre semaine, ni la préparation du match. Parce que malheureusement, on joue tous les week-ends. Très différent à 7, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de planification, on a beaucoup plus de temps. Et là, on peut baliser certaines périodes, 3, parfois 4 fois dans l'année, où on se dit, OK, là, ces 2 jours-là, c'est l'évaluation physique. Et c'est ça la priorité. Parce qu'on veut être très fin sur l'analyse, parce que derrière, on veut faire des groupes très précis dans les différents cycles d'entraînement qu'on va faire pour chercher à développer encore plus l'athlète qu'on a en face de nous. Et donc, c'est 2 stratégies complètement différentes. Et malgré tout, après, parfois, les tests, ils peuvent un petit peu se recouper. Mais bon, au fil de ma carrière, de mon expérience, j'ai utiliser un tas de tests différents parce que parfois on est dans une fédération qui impose une batterie de tests commune aux différentes équipes. Donc parfois on a des tests qui sont un peu imposés. Parfois on a envie d'en créer ou d'en tester de nouveaux, certains qui existent déjà aussi. Donc j'ai connu un petit peu tout, mais pour moi, c'est pareil, c'est dans le bouquin, c'est Franck Brocheret qui a écrit cette partie sur l'évaluation physique.
pour moi, malgré tout, peu importe les philosophies qu'on va choisir, ce qu'il faut quand même, je pense, retenir et tenir, c'est ce qu'on apprend sur les bancs de la fac. Utiliser quand même des tests qui sont, valides, reproductibles, les faire dans des bonnes conditions. Quand on compare les données, comparer ce qui est comparable. Et pour moi, on a vite fait en tant que prépa physique parfois de se tromper dans notre évaluation. Il suffit qu'on ait placé un test au mauvais moment dans la semaine ou qu'on soit allé peut-être un peu trop vite pour le faire, qu'on n'ait pas respecté les temps de récup parce qu'il y a le rugby derrière ou je pense qu'on a vite fait quand même de se tromper. Donc je pense que je mettrais un point de vigilance, peu importe les tests, c'est à la bonne tenue du test dans des bonnes conditions. Ça, c'est vraiment le 1er point et après le deuxième, c'est pas se tromper aussi dans la qualité qu'on évalue. Bien choisir le test en fonction de ce qu'on veut vraiment évaluer, ça me paraît, c'est évident, mais faut le faire tout le temps. Parce que Mmh. pareil, il y a des fois où on peut se tromper un petit peu. Donc en fait, l'idée, c'est lié à notre formation un petit peu universitaire, c'est qu'il faut être hyper carré, hyper structuré dans l'évaluation pour que ça tienne la route. Et après, pour moi, l'idée, c'est d'être capable de la réitérer quand même plusieurs fois dans l'année. Et le dernier point qui me paraît aussi important, c'est qu'on doit être en mesure de donner du sens au test. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux joueurs OK, on t'évalue, et puis après, plus rien. Non, on t'évalue parce que cette qualité physique-là nous paraît importante dans ton jeu, parce que dans ton jeu, tu vas avoir besoin de ça, de ça et de ça. Et cette qualité-là, on la voit ici. Tu vois, aujourd'hui, tu as ce stade-là, le niveau moyen de l'équipe, c'est celui-là, on aimerait que tu sois ici. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner le joueur dans le développement de ses propres qualités et in fine, dans ses performances de terrain. Donc, et c'est là aussi qu'il faut toujours faire le lien avec l'activité. Euh, Aujourd'hui, moi, comme préparateur physique, j'aspire pas à avoir des joueurs de plus en plus préparés. Moi, aujourd'hui, ce que j'aspire, c'est d'avoir des joueurs de plus en plus performants sur le terrain. Et donc, c'est là où il faut être en mesure d'accompagner le joueur dans le développement de ses qualités, toujours en rappelant in fine pour être performant en rugby. Mmh. OK, c'est super intéressant. Tu parlais de donner du sens là à l'instant au test physique, pour que le joueur, mette du sens. On sait qu'il y a certains joueurs, ils vont être, très investis un petit peu dans ça, ils vont comprendre et du coup, ils vont très rapidement, trouver intérêt, hem, à mettre de l'intention dans les entraînements parce que: «OK, je vais développer telle qualité». Mais on sait il peut y avoir des joueurs aussi qui sont, peut-être moins investis, peut-être qu'ils aiment un peu moins ça et cetera. Est-ce que tu as déjà été confronté à des joueurs qui, je prends un exemple, par exemple, il manque de puissance sur son bas du corps, mais sur les séances où il faut mettre de la vitesse, il est pas à 100, il est pas investi. Bien que tu lui aies mis du sens, lui, bon, il est pas investi, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour essayer de le stimuler et quand même avoir des adaptations qui lui est utiles par la suite? Ouais, alors malheureusement, c'est le quotidien de nous tous, hein. On va être confronté à des profils d'athlètes qui vont être différents. Donc comme tu l'as très bien dit, des garçons ou des filles qui vont être hyper impliqués dans le développement de leur qualité parce qu'ils ont vraiment fait le lien et ils ont vraiment compris que s'ils étaient meilleurs sur cette composante-là, très certainement que ça allait se transférer sur le terrain et qu'ils allaient potentiellement être plus performants sur le terrain. Donc là, c'est beaucoup plus facile et on a moins de difficultés à entraîner ces profils-là. Et après, il y a ceux qui ne voient pas clairement le lien et se disent, comme tu l'as dit, moi, du moment que je joue et que sur le terrain ça se passe bien, le reste, ça m'intéresse pas trop. Le levier, heu, donc je l'ai dit juste avant, c'est être capable de donner du sens. C'est-à-dire que ça, je l'ai appris avec les filles, beaucoup plus qu'avec les garçons. Les garçons, je les ai trouvés, en tout cas sur ce que je connais ici sur le top 14 et sur le rugby à 15, on va dire très disciplinés. C'est-à-dire, voilà, la séance est celle-là. Les garçons, ils font la séance, quoi. Il y a pas trop de discussions.
pas trop de remise en question. Contrairement aux filles où en fait, je me suis rendu compte que, elles avaient besoin au quotidien d'explications et de sens. Donc le gros travail que j'ai fait, avec les féminines sur le set, ça a été ça dans mon métier de préparateur physique, c'était de donner du sens et d'expliquer toujours pourquoi on faisait les choses, en musculation ou sur le terrain. Et ça m'a, je pense, un petit peu armé pour répondre aux différents profils qu'on peut avoir en face de nous. Parce que ben, forcément, hein, quand tu es en mesure d'expliquer ce que tu fais, pourquoi, comment, sur le plan un petit peu, jusqu'au plan, on va dire, scientifique, euh, les gens en face, ah, ah ouais, peut-être qu'il a raison, en fait, tu vois. Donc le fait de pouvoir se justifier, s'expliquer, ça compte beaucoup. Et après, le deuxième point pour essayer un petit peu de raccrocher ces athlètes-là qui sont un peu plus éloignés finalement de l'intérêt de développer leur propre qualité, pour moi, c'est, comme on l'a dit, c'est l'évaluation et c'est un petit peu le testing quotidien. C'est quand on est capable d'évaluer le joueur et de lui dire, tu vois, aujourd'hui, tu es là, euh, comparé peut-être à son rival direct, ou aller chercher un petit peu ce qui relève de l'autodétermination. Tu ne penses pas que tu pourrais faire mieux sur cette qualité-là? Regarde comment tu es. Tiens, la semaine dernière, tu as fait ça. Là, tu es un peu en dessous. Et pourquoi tu es fatigué? Et tu vois, venir un petit peu, voilà, rentrer dans la discussion et lui faire comprendre que on n'est pas là pour lui mettre la tête au fond du seau. On est là pour l'accompagner et le rendre meilleur pour l'équipe. Donc, je pense que la data, là-dedans, elle doit nous aider, nous, prépa. Donc, les données qu'on relève en salle, mais après jusqu'aux données qu'on relève sur le terrain, peut en tout cas nous servir à lever un petit peu des leviers comme ça chez les garçons, chez les filles, bien évidemment, pour essayer un petit peu de les faire réagir et potentiellement les investir un peu plus dans leur entraînement. OK, mais c'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends ça que les filles généralement, elles ont besoin d'avoir, plus d'explications pour vraiment mettre du sens et trouver un Ouais. intérêt pour les choses. Donc c'est hyper intéressant. Mmh. On a parlé des tests physiques, tu as déjà commencé à parler un petit peu de la planification. Quelles sont les principales différences sur, ta manière de planifier, par rapport à du rugby à 7 et du rugby à 15? Tu Ouais. l'as un peu tu as dit que tu avais une période plus ou moins longue. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails? Ouais, je l'ai un peu dit, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, c'est très simple, hein, c'est beaucoup plus sexy, la planification du rugby à 7 que du rugby à 15, pour deux raisons. Donc, je l'ai dit, sur le rugby à 7, on a un circuit mondial qui va être étalé sur 10 tournois sur une saison complète, donc sur, on va dire, 10 mois. Et donc, des vraies phases euh, de planification, de développement des qualités. Donc là, quand on est prépa physique, c'est génial. J'ai 4, 5, 6 semaines pour développer une qualité. Enfin, c'est super. Dans le bouquin, ça a été traité par Bruno Marié, qui aujourd'hui est à l'AS Monaco, au foot. Et il a traité sur la gestion de la charge et c'est hyper intéressant. Donc, hyper sexy sur le set parce que voilà, on a ces vraies phases et on va pouvoir aller vraiment chercher le développement d'une qualité. Donc, par exemple, c'est dans ces années-là, quand j'étais sur le set et quand j'ai eu ces vraies phases de développement, où j'ai développé un petit peu toutes les stratégies autour de l'utilisation du stress environnemental euh, à la fédération et en l'occurrence avec l'équipe des filles du set. J'entends par stress environnemental l'utilisation par exemple de l'hypoxie ou de la chaleur. Donc, pour rappeler très, très rapidement sur la partie un petit peu, on va dire, physio, l'hypoxie, c'est l'idée en fait de s'entraîner euh, en altitude, euh, alors ou sur des cycles longs pour aller chercher tout ce qui est un petit peu, tu sais, augmentation de production de globules rouges
augmentation de la masse en hémoglobine et donc augmentation de l'apport en O2 et aux muscles. Et donc l'idée un petit peu d'améliorer les capacités aérobies de l'athlète. Et ou différemment sur des stress hypoxiques qui sont, on va dire, plus aigus, sur des séances, par exemple en salle environnementale, où on va placer les athlètes à 2000, 2500, 3000 mètres d'altitude et on va travailler un petit peu sur tout ce qui est répétition de sprint. Bon, là, on va travailler un petit peu la partie un peu plus périphérique. Donc ça, c'était des stratégies développées conjointement avec des collègues comme Franck Brochery, Olivier Girard qui est en Australie, Sébastien Racinet qui est sur Montpellier, où on a travaillé spécifiquement sur ces thématiques-là, où c'était très, très intéressant en fait de mettre en place des nouvelles, on va dire, stratégies de développement de qualité et de voir un petit peu les effets test pré-post. Ça, c'est quand on est prépa, c'est hyper satisfaisant. Et après, la partie chaleur qu'on a plus utilisée dans des stratégies qu'on appelle d'acclimatation, beaucoup parce que le 7, on avait l'habitude d'aller jouer à Dubaï, à, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, très souvent des destinations où il va faire beaucoup plus chaud qu'à Paris, parce qu'on était basé à Marcoussis. Donc là, les stratégies d'acclimatation, c'est plus, on va dire, lié à comment dire, l'idée en fait, c'est de se dire que si demain on va dans un environnement très chaud, on risque d'avoir un petit peu des désordres autour de notre capacité de thermorégulation, notre capacité de gestion un petit peu de la chaleur. Et donc, du coup, l'idée, c'est de l'anticiper en amont avec différentes stratégies, pareil, qui sont super bien décrites dans le bouquin, où on va justement mettre l'athlète progressivement dans des conditions de chaleur à différentes reprises avant le départ, de façon à ce que le choc, on va dire le choc thermique, soit moins important. Et ça, on l'a évalué. Et ça fonctionne bien, soit moins important du coup quand on arrive en destination chaude. Donc ça, c'est, on va dire, la planification du set qui permet ce genre de cycle vraiment d'entraînement qui vont prendre 2, 3, 4 semaines et qui seront du coup hyper intéressantes ou pour le développement d'une qualité ou pour préparer le tournoi qui arrive. Différemment, du coup, en termes de planification par rapport au 15, en tout cas en top 14, c'est très simple. Là, celui qui fait la planification, c'est Canal+. Donc, en fait, on va dire qu'on a une phase qu'on appelle de pré-saison qui peut varier de 5 à 8 semaines, dépendant de quand est-ce qu'on a été éliminé et quand est-ce qu'on reprend. Mais en gros, on va avoir à peu près entre 5 et 8 semaines de préparation physique avant le début du championnat. Cette phase de préparation physique, en général, elle encadre 1 ou 2 matchs préparatoires. Donc, ça veut dire plus que 5 ou 6 semaines de prépa. L'idée, c'est aussi de monter progressivement parce que les joueurs ont eu 4 semaines de congés obligatoires imposés par la Ligue en amont. Donc, on est obligé quand même de remonter progressivement. Et après, après cette phase, on va dire, de pré-saison, comme je le disais, c'est Canal+ qui décide. Donc, en fait, nous, on a nos matchs qui vont être planifiés, on va dire, quasiment tous les week-ends, entre le top 14 et les matchs de Coupe d'Europe. Et ensuite, ce qui varie, ça va être le moment du match. C'est si on joue le samedi ou le dimanche. Et ça impacte nos formats de semaine. Si on joue du samedi au samedi, par exemple, ou en l'occurrence en ce moment du dimanche au dimanche, parce qu'on est beaucoup programmé le dimanche, on va avoir ce qu'on appelle une semaine normale. Si on joue le dimanche et qu'on rejoue un samedi, on va avoir une semaine courte, parce qu'on va avoir un jour de moins. Et si on joue le samedi et qu'on rejoue le dimanche d'après, on va avoir une semaine longue avec un jour de plus. Et c'est là où, en termes de planif et de prépa physique, avec Sébastien Bourdin, on va aménager et organiser un petit peu notre microcycle de façon différente si on a plus ou moins un jour de différence. Et pour rentrer un peu plus quand même dans le détail de la planète, parce que là, je rentre vraiment dans la partie, on va dire, microcycle. La grosse différence, on en a discuté un petit peu tous les deux avant la visio,
C'est, l'organisation de la journée. Quand on est, sur une équipe de France comme le 7, où on va avoir, les joueurs, on va dire, à 100 avec nous, qui vont, se lever le matin avec nous, qui vont se coucher avec nous. En fait, on va avoir une organisation de journée qui va être complètement différente que celle, qu'on peut avoir dans un club de top 14. En fait, on a sur le 7, on va avoir les joueurs et les joueuses à dispo toute la journée finalement. Donc on va avoir des organisations de journée qui vont être différentes. Tout à l'heure, on parlait, je fais le lien avec le développement des qualités physiques. L'idée un petit peu sur le set, c'est de se dire, en fait, on va avoir l'opportunité de faire une journée, une qualité physique. On parlait tout à l'heure un petit peu tous les deux des notions, on parle d'interférence du développement des qualités. On sait que faire de l'aérobie avant la force, par exemple, c'est pas bon. Ce qui est préconisé, pareil, c'est hyper bien détaillé dans le bouquin par Julien Robineau, qui a fait son travail de thèse dessus et qui a été prépa de l'équipe de France A7, championne olympique, garçon. En fait, l'idée, c'est toujours dans l'ordre de faire la force d'abord et l'aérobie après. En termes d'interférence, c'est ce qui colle le mieux. Idéalement, il faut les séparer de 6 dans la journée, au moins 6 heures d'écart. Donc, pour ça, il faut avoir les joueurs toute la journée. Par exemple, faire la force à 9 heures et le matin et faire sa séance peut-être courue aérobie en fin d'après-midi. Donc là, déjà, on limite au maximum les interférences. Et après, ben, l'idéal, c'est 24 heures. Donc, sur 24 heures, ben, c'est l'idée de faire une journée peut-être plus forte, plus force, et le lendemain, plutôt une journée aérobie. Donc, c'est toute cette, on va dire, malléabilité dans l'organisation qui, sur le set, nous permet en fait de, d'être hyper pertinent et très précis dans le développement des qualités physiques de nos athlètes. Ce qui est donc, je le disais, un petit peu moins le cas sur du 15, l'organisation. On a les joueurs sur un éventail qui est moins grand. On a des entraînements qui sont un peu plus réduits parce qu'on va jouer tous les week-ends. Et donc, c'est une organisation de microcycle qui va être complètement différente de celle du 7 où on va pouvoir charger la semaine parce qu'on sait qu'on va avoir samedi et dimanche de récup, 2 jours off avant de rempiler. Donc, voilà, c'est vraiment là pour le coup, ça n'a rien à voir, quoi. Les deux types de planification, euh, ou globale sur l'année ou celle du microcycle, n'ont vraiment rien à voir parce que l'organisation de la compétition, elle est complètement différente. Et donc, du coup, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Donc, ce que je disais, c'est que en tant que prépa physique, c'est plus sexy d'être sur du 7 parce qu'on a des vraies plages de développement. Et là, je trouve, la partie, en tout cas pour moi, la partie la plus sexy de notre job de prépa physique, c'est vraiment le développement de la qualité physique. Et ça, c'est super riche. A contrario, à 15, avec une organisation qui est différente, eh ben, notre boulot de prépa physique, ça va être plus la gestion, on va dire, de l'athlète et faire en sorte qu'il soit performant tout le temps, plutôt que de chercher à parfois monter les charges, récupérer, faire des cycles de charge qui sont un peu plus aléatoires. Forcément, ce n'est pas le cas sur le 15. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur la partie planif. OK, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourra en parler encore pendant longtemps parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et là, tu parlais de gestion d'athlètes, de charge, et cetera, et ça fait la transition sur un dernier thème que je voulais aborder avec toi. C'est la gestion de la charge d'entraînement. Mais j'aimerais plus avoir ta vision, un petit peu ton expérience de terrain. On sait qu'il y a plusieurs manières de faire pour gérer une charge d'entraînement. Il y a justement aussi des choses qui sont un peu remises en cause par à certaines personnes. Comment tu procèdes et comment tu as pu procéder, notamment avec tes expériences avec Toulon, avec le rugby à 7 féminin? Avoir un petit peu ta vision et ta philosophie là-dessus. Ouais, alors c'est vrai que il n'y a pas grand consensus Mmh. parce que il y a différentes philosophies, il y a différentes stratégies. Et encore une fois, j'ai envie de commencer par exactement ce que j'ai dit au départ. Et je me répète, hein, mais pour moi, c'est central.
tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte, et donc et de l'activité. Donc je c'est très clair. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout hem, les mêmes stratégies, on va dire, et les mêmes, gestions de charge d'entraînement sur du 15 que ce que je faisais à 7. C'est totalement différent, parce que le contexte est différent, parce que, l'activité est différente, on l'a bien précisé. Et puis, encore une fois, celui qui est au centre de l'activité, c'est le joueur ou la joueuse. Et là aussi, on a des profils de joueurs, d'athlètes, de joueuses qui sont complètement différents. Donc, on ne va pas gérer la charge de la même façon. Hem, j'ai appris un peu plus aussi sur le 15, c'était un peu moins le cas à 7, mais un peu plus sur le 15, qu'on a aussi des jeunes et des vieux, dans une équipe. Et les jeunes en plein développement, on va pas les gérer de la même façon que nos survivors, ceux qui s'entraînent pour survivre, qui sont en bout de course. Donc là aussi, on va avoir des gestions d'entraînement qui vont être différentes. L'antécédent de blessure aussi compte. Heu, quelqu'un qui a fait, 2 épaules de croisé, c'est peut-être pas on va peut-être pas le gérer de la même façon qu'un tout neuf, quoi. Donc voilà. Et puis, beh, in fine, pour dire que pour moi, la gestion de la charge, elle va être adaptée et surtout elle va être individuelle. Heu, donc ça, c'est, on va dire, ma philosophie globale. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si on me parle de gestion de charge d'entraînement, je ne peux pas la définir, très précisément. J'ai envie de dire qu'elle va dépendre, comme je viens de dire, du contexte, de l'activité, des profils de mes joueurs, et de l'analyse individuelle que je vais en faire. Ça, c'est, on va dire, aujourd'hui, ma philosophie. Hem, après, beh, j'ai dit ça aussi au départ, et je le répète encore, mais pour moi, la gestion de la charge d'entraînement, elle va être grandement liée à ce qu'est l'activité. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'analyse de l'activité. Pour moi, j'ai envie de dire: «OK, partons de l'analyse de l'activité et ensuite parlons de charge d'entraînement». Demain, si je venais à partir travailler, sur du golf, du tennis ou du handball, peu importe le sport, la première question que je me poserais, c'est: «C'est quoi l'activité et comment je vais gérer mes charges d'entraînement pour bien m'y préparer?» Donc voilà ce que je pense, ce que je ressens autour de ça. Et ensuite, encore une fois, pour comparer les 2, parce que, j'ai eu la chance de faire du 7 et aujourd'hui du 15, très différent. C'est vrai que quand on va avoir des grosses plages de préparation avant, avant la compétition, l'idée, en fait, ça va être de dire: «OK, on va pouvoir développer et donc augmenter les charges d'entraînement progressivement, avoir des vraies phases de récupération, au sein de ces différents cycles». Et après, on va avoir, ce qu'on a un peu moins sur le 15, ces vraies phases d'affûtage, pareil, très bien décrites dans le bouquin, où on va avoir cette phase d'affûtage pré-compétition, qui va être mise en place pour bien gérer la charge, l'état de forme du joueur et in fine espérer que l'équipe elle performe en tournoi. Ça c'est, on va dire, c'est le côté 7. Le côté 15, ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait de jouer tous les week-ends, c'est très difficile de dire: «On va monter, monter et puis on va redescendre» et puis non, je pense que c'est pas jouable comme ça. J'ai quelques collègues dans le milieu avec qui on échange. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que, notre problématique, c'est notre calendrier. Le fait que Canal décide, des jours de match aussi, ça en est une. Et en fait, on est dans l'adaptation permanente et on est dans le souhait avec notre directeur de la perf et en lien directement avec notre manager de dire: «Faut qu'on arrive à performer tous les week-ends». Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de gérer le plus possible des charges d'entraînement qui sont adaptées pour maintenir des qualités, tout en étant performant sur le terrain le week-end. Hem Aujourd'hui,
à ce niveau-là et avec des joueurs comme on a aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre des joueurs le week-end mâchés sous prétexte qu'on a fait 2 séances de terrain rugby ou 2 séances de physique beaucoup trop élevées par rapport à la charge d'entraînement que les joueurs ils ont l'habitude entre guillemets, de s'encaisser. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. On a des matchs couperés tous les week-ends. Toutes les équipes sont difficiles à jouer et à battre. Donc aujourd'hui, on est plus dans la stratégie un petit peu de gestion de nos joueurs pour performer le week-end. Si demain, le contexte du rugby à 15 en top 14 venait à changer, c'est-à-dire une orientation du championnat différente, euh, on n'en a pas parlé, mais une collaboration peut-être un peu plus fine entre le 7 et le 15 dans la planification, un peu moins de matchs. Là, on est en train de parler de rajouter une Coupe du Monde des clubs, de rajouter un match sur la tournée de novembre pour les internationaux. Enfin, pour moi, dans ces perspectives-là, on ne fera pas mieux. Sauf si on venait à avoir, et tout le monde le pense, hein, des squads un peu plus grands, on va dire des salariés cap un peu plus élevés pour avoir un peu plus de joueurs et entre guillemets pouvoir faire un petit peu tourner un peu plus les équipes. Dans peut-être la perspective, comme je disais tout à l'heure, de gestion de charge, mais aussi dans la perspective de vraiment développer encore l'athlète. Je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ont encore des marges de progression dans différents domaines. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les développer parce que le format de la compétition ne nous le permet pas. OK. Ouais. Euh, Vas-y, vas-y. voilà, non, non, mais voilà, c'est difficile comme réponse hein, parce que Ouais, ouais. c'est pas hyper précis, mais encore une fois, c'est environnement dépendant. Voilà, je finirai par ces mots-là. OK. Bon, on a un petit temps un petit peu, un temps restreint, mais bon, j'ai toujours des questions qui me viennent, mais bon, du coup, c'est pas très grave. On arrive, sur la fin, du temps qu'on avait à disposition. Je te laisserai juste un petit mot de la fin. En tout cas, déjà merci pour tout ce que tu as dit sur les différentes, choses, et d'avoir fait un petit peu les allers-retours entre le rugby à 7 et le rugby à 5 et je te laisse juste le mot de la fin. Si tu as un dernier petit mot à dire, un petit conseil, je te laisse, libre, la parole là-dessus. Ben, bon, encore une fois, d'abord, Johan, merci pour ton invitation. J'espère que le podcast sera écouté et en tout cas apportera un petit peu quelques connaissances ou un petit peu de philosophie aux collègues, jeunes collègues peut-être qui écouteront. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai envie de dire je pense qu'on fait un métier d'expérience. Euh, c'est euh, c'est un collègue prépa que j'ai entendu dire ça et je reprends ses mots parce que c'est pas les miens. Euh, mais je partage la philosophie. Je pense qu'on fait un métier d'expérience. Aujourd'hui, on apprend plein de choses à l'université ou en formation prépa qui sont, on va dire, de plus en plus pertinentes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'IA nous aide, nous, pour nous former et nous faire grandir dans différents domaines. Euh, mais en fait, ce que je veux dire au travers de ça, c'est que euh, l'expérience, elle est importante. Euh, on apprend, enfin, je pense pas que le meilleur étudiant d'un DU, quel qu'il soit, ou le meilleur étudiant de Master 2 qui sort de son diplôme, il soit prêt euh, à être demain sur une grande équipe ou un grand préparateur physique. J'y crois pas trop parce que c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'on fait un métier d'expérience. On doit cumuler ce temps sur le terrain, dans les salles de muscu, derrière nos ordinateurs à l'analyse de données, euh, en vis-à-vis, en tête-à-tête avec les joueurs, les joueuses, pour grandir et gagner en compétences. Ça, c'est, je pense, euh, important à souligner et à avoir en tête. Et après, ben, un dernier point, euh, je vous encourage à aller le commander. C'est disponible de partout, dans toutes les librairies, sur commande, sur Internet. N'hésitez pas.
très, très clairement et très franchement, hem, on ne gagne pas d'argent avec ça. Une grande partie en fait, revient à la maison d'édition. Quand on est auteur d'un livre comme ça, on est rémunéré vraiment une misère. On fait pas du tout ça pour gagner de l'argent, mais on fait ça pour partager justement notre expérience et le fait d'avoir sollicité 16 auteurs aussi, heu et gage un petit peu, de qualité et de réussite de l'ouvrage. Donc j'encourage tout le monde, ceux qui sont dans le domaine de la prépa, aussi les jeunes entraîneurs. Tu sais, on n'en a pas parlé, mais le bouquin est aussi équipé de flashcodes dans lequel on peut aller, requêter certaines interviews d'entraîneurs, de grands entraîneurs comme David Courtex qui a été, plus de 10 ans à la tête de l'équipe de France A7, Ben Ryan, le premier entraîneur champion olympique avec les Fidji, le garçon. On a aussi des joueurs, comme Julien Candelon, Fanny Horta, qui ont été des grands joueurs de l'équipe de France A7 qui partagent un petit peu leur expérience de terrain et ça, c'est hyper riche, pour les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs qui, comme on le disait tout à l'heure, les plus intéressés, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur le développement des qualités. Voilà, c'est, je pense, un vrai outil, d'expérience et de partage que que tous les prépas, peuvent se procurer et potentiellement, grandir un peu plus, dans leur domaine grâce à cet outil-là. Voilà, je vous le conseille vivement et OK, bien. encore une fois, Yoann, merci pour m'avoir sollicité. Bah, merci à toi. Merci à toi d'avoir partagé, ton expérience, ton savoir. C'était hyper intéressant. Je mettrai tes liens là sur, les réseaux sociaux si jamais les personnes veulent te contacter, avoir des informations, sur le livre par exemple et voilà et puis pour les auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout, bah, merci d'avoir écouté et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.